Cette semaine à Hockey le Magazine, c'est le retour sur les salons des collectionneurs L'Anti-Expo, un salon incontournable pour tous les amateurs de cartes de sport et d'objets de collection qui avait lieu il y a quelques jours à Laval. La deuxième de 5 capsules physiothérapie avec Stéphane Fournier d'Accès Physio et la chronique équipement Le Trio Hockey avec Éric Dupont et Pierre Gervais. Hockey le Magazine, c'est parti! Hockey le Magazine vous est présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Et par le livre de Pierre Gervais, Au cœur du vestiaire. En vente partout, dès le 21 novembre. Le 29 et 30 octobre dernier se tenait à Laval l'Anti-Expo, le salon des collectionneurs, une vraie mine d'or pour tous les amateurs de toutes sortes de collections. Hockey le Magazine s'y est rendu et voici ce qu'on vous a préparé. L'historique du salon, c'est en 2014, on a commencé avec Sébastien Hamelin, Daniel Roch et moi-même à faire un premier show, première expo dans un sol d'église à Montréal. Et puis, on avait eu autour de 30 vendeurs qui s'étaient joints à nous. Et en plus, on avait offert des séances de signature avec Chris Nyland. Donc, ça débutait avec ça. Puis après ça, on a vu que la demande était forte. On recevait des coups de téléphone par la suite pour nous demander à savoir s'ils pouvaient exposer, si les vendeurs, donc nouveaux vendeurs, pouvaient exposer. Fait qu'on a grandi ça avec André Grasset. On a fait quelques éditions là-bas pour encore grandir et aller au stade IGA. Et là, bien évidemment, après la pandémie, on a cherché une salle encore plus grande parce que la demande était toujours là. Et on est ici maintenant au Sport Expo avec 140 kiosques. On a décidé cette édition-ci de faire la Journée de la femme, donc les femmes d'abord, c'est comme ça que la thématique a été proposée. Et pour les femmes, l'entrée était gratuite. On leur donnait un coupon pour rencontrer Mélodie Daou et Kim Saint-Pierre, et faire signer un objet quelconque, et en plus de leur donner un paquet de cartes. Au niveau des trucs uniques qu'on peut retrouver dans des salons comme ci, c'est vraiment comme des pièces souvent qu'on recherche qui manquent à notre collection. Ça peut être autant des artefacts d'époque au niveau du sport, que ce soit le hockey, baseball, football, basketball. Et ça peut être aussi des pièces comme des journaux. Ça peut être évidemment des cartes qui manquent à la collection. Je veux dire, peut-être qu'il y a des gens qui essaient de faire une collection en 1955, 56, puis ils cherchent la carte leur manque dans leur série. Et ici, bien évidemment, on leur propose plusieurs kiosques qui peut-être peuvent arriver à un kiosque, puis ils vont trouver cette pièce manquante-là, puis ça va faire des heureux. Un salon comme le nôtre permet aussi à des collectionneurs, des personnes qui ont des collections très intéressantes, de vouloir venir les vendre, les proposer ici pour nous, les commerçants, en faire l'achat. Donc, il y a toujours un système de négociation, d'étudier un peu la valeur, quelle offre qu'on doit leur faire. Ça leur permet vraiment de pouvoir les rencontrer et aller chercher la meilleure offre, évidemment, parce qu'ils vont toujours aller pour celle qui va être la plus intéressante pour eux. La beauté de la chose, c'est qu'évidemment, on crée des liens. Fait que les vendeurs avec les acheteurs vont réussir à dire, bien, est-ce que je peux avoir ta liste que tu recherches? Parce que peut-être que moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait me retrouver cette pièce-là qui te manque. Donc oui, ils reviennent l'édition suivante, disent, puis est-ce que tu as trouvé ma pièce qui me manque? Oui, oui, je l'ai pour toi. Il y a certaines personnes, des fois, qui peuvent arriver avec des chandails autographiés parce qu'ils ont connu un joueur, parce qu'ils ont rencontré des joueurs, ou ils ont fait signer plusieurs joueurs au cours des années. Donc, ils peuvent arriver avec leur collection, que ce soit de photos ou de chandails. Ça peut même être des bâtons signés. Ça peut être des bâtons aussi qui ont été utilisés par certains joueurs. Donc, c'est des articles, des fois, très rares qu'on voit ici, même qui peuvent dater de 40, 50, 60, 70 ans. Même, ça m'est déjà arrivé de voir un bâton autographié par Jean Bilvaux. Il y avait aussi Jacques Plante sur le bâton. Déjà, la signature de Jacques Plante est très, très, très rare à trouver. Donc, ces gens-là, ces collectionneurs-là vont arriver avec ces artefacts-là, puis ils vont les proposer, puis évidemment, ils vont y aller pour la meilleure offre. Mon plus beau highlight, honnêtement, c'est d'avoir toujours les commentaires des gens qui apprécient ce qu'on fait, qui sont contents de dire « Écoute, sans ce salon-là, j'aurais pas trouvé cette pièce manquante-là. Sans ce salon-là, j'aurais pas pu rencontrer une personne que ça fait peut-être 1 an ou 2 ans que je contacte par les réseaux sociaux puis que j'avais hâte de rencontrer ici. » Moi, c'est pas mal mon meilleur highlight.
On pense déjà peut-être, oui, à qu'est-ce qu'on va faire, à qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la prochaine édition. C'est sûr qu'on regarde ce qui se passe. On va écouter aussi les exposants. On aime bien faire un petit peu une écoute active avec eux pour savoir est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut faire pour emmener le salon à un niveau supérieur. De passer dans un salon comme le nôtre, je pense que ça nous ramène en enfance. Ça nous ramène aussi à la beauté d'échanger avec des gens qui ont la même passion que nous et de toujours arriver à dire, même si je pense que je ne trouverai pas quelque chose, je suis certain qu'on passe ici et on va finir par dire, ça me prend ça chez moi, ça me prend ça dans ma collection ou je veux offrir ça en cadeau à quelqu'un. On est de retour cette semaine chez Colec Édition pour la question de la semaine. La semaine dernière, Pierre, on a parlé des Pingouins de Pittsburgh. On parle d'une autre équipe de la Pennsylvanie cette semaine, les Flyers de Philadelphie, qui affrontent également le Canadien. Une autre équipe qui a énormément d'histoire et que l'intérêt est là au Québec pour cette formation-là. Tu voulais nous parler cette semaine de 2 cartes, dont une en particulier d'Éric Lindros concernant son année de repêchage. Alors là, fais attention à ce que tu dis, c'est pas des beaux souvenirs. Non, c'est assez unique. Et en 91, Score a fait une carte dans le fond d'Éric Lindros où il est assis sans chandail avec tous les chandails de la Ligue derrière lui. Qui va repêcher Éric Lindros? Et finalement, ça a été les Nordiques. Ça a été quand même assez spécial, mais l'année d'après, il s'est retrouvé avec les Flyers. Avec l'histoire qu'on connaît, évidemment. L'autre carte dont tu voulais nous parler? Oui, c'est la Young Guns de, tenez-vous bien, Gritty, la mascotte des Flyers. Ils ont fait une belle carte Young Guns de Gritty parce que c'est probablement la mascotte la plus populaire de la Ligue. Est-ce que c'est inquiétant de savoir qu'à l'époque, la meilleure recrue des Flyers cette année-là, c'était la mascotte et c'est celle qui a produit la carte? Je ne sais pas si c'est ce qu'on pourrait dire. Ben écoute, c'était pas des beaux souvenirs. Moi, c'est ce que je préfère des Flyers, c'est la mascotte présentement. On s'intéresse à notre question de la semaine sur les Flyers de Philadelphie, bien sûr, et on se demande quel célèbre joueur des Flyers a eu sa carte 14 ans avant de disputer son premier match avec l'équipe? Est-ce A. Ron Hextall, B. Claude Giroux ou C. Peter Forsberg? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause quel célèbre joueur des Flyers de Philadelphie a eu sa carte des Flyers 14 ans avant de jouer son premier match avec cette équipe. Et la réponse est C. Peter Forsberg. Et bien sûr, ça fait référence à la fameuse transaction d'Éric Lindros dont on a brièvement parlé avant la pause également. Plus tard dans sa carrière, il est revenu finalement avec les Flyers et là, il a pu jouer vraiment avec cette équipe-là. Exactement. Ça restait une colle quand même. Ça. Oui, j'ai ici sa carte recrue. Au moment qu'il a été repêché, il a été repêché par les Flyers. Et c'est juste 14 ans plus tard que finalement, il a joué son premier match avec Philadelphie. Évidemment, on s'en est beaucoup rappelé dans les années suivantes, après son repêchage avec les Nordiques, puis avec l'Avalanche où il a gagné la Coupe Stanley. 2 Coupes Stanley, oui. Merci beaucoup, Pierre. Merci. La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. On est de retour cette semaine à Hockey le Magazine chez Accès Physio avec Stéphane Fournier pour une chronique un peu différente de ce qu'on a fait dans les dernières années. Stéphane, cette semaine, tu vas aller sur la patinoire pour aider les gens, les entraîneurs, parce qu'ils ne sont évidemment pas tous de physiothérapeutes. En fait, c'est une très faible minorité d'équipes qui ont accès à avoir un physiothérapeute. Lorsqu'un joueur se blesse sur la patinoire et qu'on veut prodiguer des soins, tu vas donner quelques conseils. Bien, c'est pas facile pour les entraîneurs, les coachs, d'intervenir sur la glace quand un de tes joueurs vient de tomber, peut-être même est immobile sur la glace, pas évident. Fait que si on peut peut-être aujourd'hui résumer le plus important, comment être davantage sécuritaire pour intervenir avec un joueur. Alors, on quitte la clinique et on s'en va sur la patinoire à l'instant. Alors, comme on expliquait plus tôt, c'est vraiment un défi pour les entraîneurs, les coachs, d'intervenir sur la glace lorsqu'un joueur se blesse. L'important, c'est de rester sécuritaire en tout temps. On va se déplacer vers le joueur. La première chose à faire va être le contrôle de la tête, prendre le contrôle de la tête du joueur pour s'assurer qu'on protège la colonne cervicale en tout temps. Alors, on se dirige immédiatement vers le joueur. Alors, on arrive au joueur et vraiment la première chose, la plus importante, une erreur classique qu'on voit parfois chez les intervenants considérant la gravité de la situation, il faut vraiment tout de suite prendre le contrôle de la tête. Fait que la première chose que j'arrive, avant même de lui parler, c'est m'assurer que je prends le contrôle de la tête et de cette façon. Ensuite, la première chose à vérifier, le niveau de conscience. On veut s'assurer que le joueur, justement, n'est pas inconscient, peut nous parler, a un contrôle de moteur et un contrôle verbal. Alors, tout de suite, je lui pose la question,
Zachary, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Alors, tout de suite, je peux vérifier de son niveau de conscience. Il est inconscient, on n'attend pas, il n'y a pas autre chose à faire que de lever le poing pour faire venir l'ambulance. Il y a quelqu'un qu'on connaît sur le banc qui va faire 911. Ensuite, donc, je pose mes questions. On peut même appliquer un stimulus douloureux en le pinçant pour voir s'il réagit à la douleur, toujours dans l'établissement du niveau de conscience. Tout de suite après, je veux m'assurer que les voies respiratoires sont dégagées. Alors souvent, les joueurs ont le protecteur buccal. Je vais m'assurer de l'enlever immédiatement pour pas qu'il y ait obstruction des voies respiratoires. Troisième chose, est-ce qu'il respire? Le joueur vient de tomber sur la glace dans le feu de l'action. Sa cage thoracique va bouger. Nécessairement, on devrait voir cet essoufflement chez le joueur. Ensuite, y a-t-il un pouls? Alors, on peut glisser les doigts ici pour voir s'il y a un pouls carotidien au niveau des carotides juste ici. Le joueur, encore une fois, dans le feu de l'action, devrait avoir un pouls très facile à trouver. Immédiatement qu'on trouverait quelque chose, une anomalie au niveau de ces étapes-là, tout de suite, encore une fois, le 911. Bien sûr que l'intervention du premier répondant sportif est beaucoup plus complexe, où on va devoir tourner le joueur sur une planche, éventuellement peut-être donner de l'oxygène. S'il y aurait arrêt cardiaque, peut-être même utiliser le défibrillateur cardiaque pour réactiver la circulation, le cœur, etc. Ça peut devenir très complexe, l'intervention. Mais je pense que pour le néophyte, le coach, l'entraîneur qui arrive aux joueurs, si on s'en tient à ces premières étapes-là, du maintien de la tête et du niveau de conscience, des voies respiratoires, etc., déjà, on va pouvoir s'en sortir de façon sécuritaire. En conclusion, c'est toujours la sécurité du joueur qui prime. On ne prend pas de chance. Dans le doute, on appelle l'ambulance. On suit les étapes, toujours de façon sécuritaire. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour tout le monde. Nous sommes de retour cette semaine accompagnés d'Éric Dupont, spécialiste en équipement, pour une deuxième session pour les bâtons de hockey. Éric, on a vos bâtons. Pierre, cette semaine, on va parler des nouveautés chez 6AM dans le JetSpeed FT5 Pro, Warrior avec le Covert QR5 Pro, et puis le petit nouveau de chez True, le Hazardous PX. Mais avant de parler de ces nouveautés-là, je suis juste curieux de savoir pour toi, avec tous les joueurs avec qui tu as travaillé dans ta carrière, dans ta très longue carrière, il y avait sûrement des joueurs qui étaient un petit peu plus compliqués ou difficiles. Tu as sûrement une ou 22 histoires à nous conter, là, mais... Ou 2022. C'est sûr que des joueurs travaillaient beaucoup plus sur leurs bâtons auparavant. Des bâtons de bois, ils devaient les courber à leur façon, ils pouvaient les shaver, et ainsi de suite. Maintenant, les bâtons composites arrivent comme ils sont, puis la seule chose que les joueurs aiment travailler avec, c'est le manche. Le manche, il y en a qui préfèrent le manche plus collant, moins collant, pas collant du tout. Les compagnies ont un petit peu de misère à s'ajuster avec ça, d'avoir la bonne quantité justement de collants sur le bâton pour les joueurs. Écoute, j'ai des anecdotes auparavant, j'ai des gars comme Mathieu Dandonneau qui aimait avoir une sableuse souvent sur le banc des joueurs pour pouvoir sabler le talon de sa palette ou le bout de sa palette. Fait que là, c'est rendu un petit peu poussé, l'affaire, là. Mais disons que les joueurs comme Shea Weber, Piquet Souban aimaient avoir leurs graphiques d'antan, les graphiques de 6-7 ans. Il ne faut pas s'habituer visuellement à avoir un nouveau graphique, même si c'était le même bâton. Donc, les compagnies avaient un petit peu de misère à comprendre parce que ce qu'ils veulent avoir, c'est leur nouveau graphique, naturellement, dans les mains du joueur qui sont dans les magasins. Mais ils ont compris. Donc, il a fallu que je commande beaucoup de bâtons d'avance pour pouvoir certifier jusqu'à la fin de sa carrière. Bien, merci beaucoup, Pierre. Deux points là-dessus, c'est que nous, en magasin, on ne sablera pas vos bâtons. Par contre, à la maison, vous allez faire ce que vous voulez. Puis c'est sûr que pour nous, un joueur comme Shea Weber, comme tu parlais, qui a des graphiques passés, c'est sûr que nous, on n'a pas ces bâtons-là en magasin parce qu'on n'aimait pas vraiment ça, même si on a tous apprécié le passage de Shea Weber à Montréal, puis même qu'on s'ennuie de lui, évidemment, aujourd'hui.
Mais en commençant, le premier bâton qu'on veut parler, c'est le CCM JetSpeed FT5 Pro, qui est vraiment un bâton fort chez CCM, qui est de la série JetSpeed, qui est vraiment un produit très populaire. Construction similaire aux années passées. Ils ont fait quelques petits changements dans la palette et puis dans la manche, mais c'est un bâton au point de flexion hybride qui est le flex point en anglicisme, qui est quand même très populaire chez les joueurs. Effectivement. Donc, Éric, on évoque le nouveau bâton de True, l'Hazardous. Oui, c'est l'Hazardous PX. C'est la dernière technologie de True qui est vraiment une évolution. Une couple d'années, ils ont lancé un bâton qui s'appelait le Projet X, qui est un bâton extrêmement léger, super performant. Cette année, la nouvelle famille Hazardous, comme on mentionnait, qui est vraiment encore des bâtons avec un point de flexion bas, qui est probablement le point de flexion le plus populaire parmi les joueurs de hockey mineurs ou les joueurs de garage, pour des décoches de lancer très rapides. Évidemment, le Hazardous PX est disponible dans le bâton haut de gamme, mais aussi il va jusqu'au bâton 3X, qui est un prix encore beaucoup plus bas. On enchaîne avec le Warrior, pour terminer. Oui, probablement une marque que tu es très, très, très familier avec, un certain numéro 11 chez les Canadiens, qui apparaît encore sur les campagnes de la famille Warrior, qu'un bâton covert. On parle bien entendu de Brendan Gallagher. Encore une fois, une évolution de la série covert qui est en marché depuis de très longues années. Le bâton Covert QR5 Pro et le bâton haut de gamme. Il utilise encore la carbone Minimus, qui est vraiment une carbone de très, très haute qualité, qui offre un bâton de très bonne performance. Excellent. Donc, ça termine avec la série avec les bâtons. La semaine prochaine, on se voit avec les gants, qui est un autre produit extrêmement important, extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Éric. À la semaine prochaine. Cette semaine, à Hockey le Magazine, on a le plaisir de recevoir l'attaquant de l'organisation des Flyers de Philadelphie, Elliott Desnoyers, pour notre segment Parcours vers le hockey mineur. Elliott, comment ça a commencé pour toi, le hockey mineur, dans tes premières années, lorsque tu avais 4 ou 5 ans? Dans le fond, mon parcours a commencé, même pas au hockey, ça a vraiment commencé au patin artistique. Mes parents m'ont inscrit, puis ça a vraiment été le déclic, puis l'amour pour le patin. Puis après ça, j'ai commencé à jouer à tous les niveaux normaux, jusqu'à midget 3 avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Puis de là, je me suis fait repêcher par les Wildcats de Moncton dans la LHMQ. Elliott, au-delà du fait que tu avais appris à patiner d'abord, comment s'est créé ton amour pour le hockey par la suite, puis pour ce jeu-là que tu joues maintenant? Je pense mon père a fait été une grande partie, dans le fond, de cet amour-là pour le sport. Mes oncles aussi, je me rappelle quand j'étais jeune, ils jouaient dans la Ligue nord-américaine à Saint-Hyacinthe, puis j'étais un petit bonhomme qui allait les regarder jouer, puis c'est vraiment là, je pense que j'ai tombé en amour avec le hockey là, au stade LP Gaucher à Saint-Hyacinthe. Oui, le fameux stade LP Gaucher à Saint-Hyacinthe, qui est toujours là, ce fameux aréna-là qu'on entend beaucoup parler. Elliott, on dit souvent qu'une équipe de hockey, c'est une famille qu'on crée à l'époque, surtout lorsqu'on est jeune, c'est d'apprendre à se bâtir comme personne, puis éventuellement comme être humain. Est-ce que tu as l'impression, toi aussi, que ça a été des années où justement tu as appris la camaraderie avec tes coéquipiers en particulier? Je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que même encore aujourd'hui, le hockey, c'est une école de vie, puis de commencer le plus jeune possible. Comme tu disais, ça te fait t'associer à un groupe, puis c'est là que tu commences à former tes premières amitiés, puis que tu vas rencontrer des gens que tu vas garder auprès de toi tout le long de ta vie. Puis pour moi, ça a vraiment été une très grande partie de ma vie jusqu'à aujourd'hui, puis encore pendant longtemps. Tu parles que le hockey peut être une école de vie. Est-ce qu'il y a un point en particulier que tu peux identifier que le hockey mineur t'a appris à devenir l'homme que tu es aujourd'hui? Je pense pour moi, un des points, tu sais, que il y en a tellement pour elle, mais pour moi, ça a vraiment été d'avoir confiance en toi. Tu sais, le hockey, c'est un jeu d'erreur, puis je pense que tu peux relater ça un peu à la vie, que des fois tu dois prendre des chances puis avoir confiance en toi pour vraiment réussir dans la vie. Justement, on parle de hockey mineur. Est-ce qu'il y a des années ou des défis en particulier que tu as eu à surmonter dans ta carrière que tu peux identifier maintenant qui t'ont peut-être aidé à forger qui tu es devenu?
Non, je pense que mon parcours a quand même été assez basique. J'ai été surclassé plusieurs fois quand j'étais jeune, puis que ça a fait en sorte que j'ai joué avec des jeunes plus vieux. Puis je pense que, en quelque sorte, ça m'a préparé justement à plus tard, quand j'allais jouer contre des gars comme aujourd'hui, plus vieux, plus forts, plus vite que moi, ben, m'adapter à ce jeu-là, puis vraiment m'aider à aller chercher un petit edge qui fait en sorte que je puisse faire ma place contre ces gars-là. À l'inverse, peut-être du côté positif, est-ce qu'il y a certaines années ou certains moments qui te reviennent qui ont été des moments particulièrement heureux dans ta carrière de hockey mineur? Je pense pour moi, au hockey mineur, ça a vraiment été le tournoi Pee-Wee de Québec. C'est un grand classique, là, mais c'est tellement quelque chose que tu vois gros quand t'es jeune. Puis, même rendu à mon âge, tu parles avec des gars qui viennent de la Californie, qui ont été à ce tournoi-là. Puis c'est vraiment quelque chose que je suis fier d'avoir participé. Puis en plus, le fait justement que ça soit au Québec, c'est vraiment quelque chose que je suis fier de. Ah, c'est une belle fierté de l'avoir, ce tournoi-là. Puis oui, à Québec depuis tellement longtemps maintenant. Si on avance un peu maintenant dans le temps, Elliot, au niveau junior, tu as joué dans 2 milieux anglophones, les Wildcats de Moncton, les Mooseheads d'Halifax. À quel point tu penses que ça t'a aidé de partir à l'époque puis de vivre en anglais à ce moment-là, d'apprendre à te forger aussi comme être humain? Ah, je pense que d'aller dans les Maritimes, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à 100%. Il n'y a pas quelque chose qui aurait pu arriver de mieux, je pense, pour moi. Ça a vraiment, juste au niveau de la personnalité, du joueur de hockey, de la personne que j'étais, ça m'a vraiment appris des choses sur moi-même. C'est sûr qu'au début, t'as pas peur, là, mais tu sais un peu de comment ça va aller, puis tu parles pas trop anglais, mais vite, les gens là-bas te rassurent, puis t'aident avec peu importe quelle aide que tu as besoin. Puis ça a vraiment été une belle partie de mon parcours d'hockey. En terminant, Elliot, si on se projette un peu, lorsque tu joueras ton premier match dans la Ligue nationale de hockey, on te souhaite que ça arrive le plus rapidement possible. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui va te revenir en tête, auquel tu vas penser en particulier, qui va te rappeler peut-être ce que tu as vécu dans ta vie avant, ou on va se concentrer seulement sur le moment présent? Ouais, ben, je pense que pour moi, oui, ça va être un bel accomplissement, mais ça va être loin d'être une finalité, là. Fait que, honnêtement, rendu là, je pense que je vais juste penser à qu'est-ce que j'ai besoin de faire, puis essayer de me concentrer sur qu'est-ce que le coach veut voir de moi, puis veut que j'accomplisse afin de rester dans l'alignement. Merci beaucoup, Elliot, pour ces souvenirs et bonne saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine à Hockey le Magazine. La semaine prochaine, on vous propose un entretien avec Philippe Roy de Perfo Élite, de même qu'une entrevue avec un joueur du Rocket de Laval pour revenir sur son parcours au hockey mineur. Tout ça et bien plus à Hockey le Magazine. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Hockey le Magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Et par le livre de Pierre Gervais, Au cœur du vestiaire. En vente partout dès le 21 novembre.